les bois. Il est 14 heures en cet après-midi estival. Philippe, comme tous les jours, promène Elsa, un petit chien noir que sa femme lui a offert pour la Saint-Valentin. Cela faisait longtemps que Philippe avait envie d'avoir un chien qui soit proche de lui. Pas comme leurs 3 autres, tous des mâles, qui n'ont yeux que pour sa femme, Nadine. Philippe se sentait négligé. Elsa a été recueillie après le décès de son maître dans un accident de voiture auquel elle a miraculeusement survécu. Elle en a gardé une crainte des voitures et ne manque jamais de vomir sur les sièges lors des trajets. Petite promenade donc sur des chemins de campagne dont certains bordent des champs, d'autres des jardins, avec peu de dénivelé, peu de fréquentation. Elle court en toute liberté, très obéissante. Elle répond à l'appel. Ce jour-là, Nadine rentre tard. Il est 17 heures. Pas de Philippe, pas d'Elsa. Elle pense qu'ils sont partis en balade plus tard que d'habitude et qu'ils vont revenir. Par accès de conscience, elle téléphone à Philippe. Pas de réponse, mais cela ne l'inquiète pas. Philippe répond rarement. Cela l'ennuie. Il refuse d'être pendu à un clou. À devoir décrocher dès qu'on le cherche. Il a coutume de dire que les hommes et les femmes étaient plus libres lorsque les téléphones étaient attachés. Et il n'a pas tort. Qui n'a jamais été embêté au restaurant ou dans un train par une sonnerie de portable ou par quelqu'un qui parle à haute voix pour que tout le monde en profite? Bien, c'est drôle comme tout le monde parle plus fort dans ces cas-là, alors que les micros de ces petits engins sont parfaitement adaptés à une voix normale. Philippe interdit même que l'on laisse un message vocal par cette phrase sur son répondeur. Ne laissez pas de messages vocaux. Je ne les écoute pas. Je répète, je ne les écoute pas. Qui fait bien rire ceux qui tentent de le joindre. Nadine localise alors Philippe grâce à ce traceur que certains de ces appareils possèdent qui signale à tout moment où se trouve un portable et éventuellement celui qui le porte. Ça, c'est une vraie laisse. Celui qui peut vous suivre sait toujours où vous êtes, ou plutôt où est votre téléphone, ce qui n'est pas nécessairement la même chose. Les oublis malencontreuses de ces appareils au bureau ou ailleurs sont devenus lésions de même que les insuffisances de réseau.
Oh, chérie, je ne sais pas pourquoi tu ne me localises plus. C'est sûrement le réseau. Ou oui, j'étais dans un bâtiment où le signal ne passe pas. Nadine constate alors que Philippe est sur le chemin qu'il prend toujours le long du jardin d'une maison. Elle n'est pas inquiète. Il est bien en train de promener le chien, son chien, car ils sont devenus inséparables. Une demi-heure passe. Philippe n'est toujours pas rentré. Le traceur le situe au même endroit qu'une demi-heure plus tôt, ce qui n'est pas normal. Nadine téléphone. Encore une fois, pas de réponse. Elle est inquiète. Elle part à sa recherche avec les 3 autres chiens. Après une centaine de mètres, Nadine et les chiens sont rejoints par Elsa qui, dépourvue de laisse, comme toujours, cherche le chemin de la maison. Elsa leur fait la fête, mais Nadine n'est pas à la fête. Elle en est désormais certaine. Il est arrivé quelque chose à Philippe. Elle se met à courir. C'est une excellente coureuse. Elle a déjà participé à des courses d'endurance. Et là, elle y met le paquet. À tel point que ses compagnons à 4 pattes, vu leur petite taille, ont du mal à la suivre. Mais elle s'en fout. Elle court, elle a peur. Après quelques minutes, elle arrive sur le chemin où le portable de Philippe a été localisé par le traceur. Elle espère qu'il a simplement perdu son téléphone. Mais le fait qu'Elsa soit rentrée seule lui fait craindre le pire. Et elle a raison. Philippe est étendu à plat ventre en plein milieu du chemin. Immanquablement, elle l'appelle, le secoue, il ne répond pas. Elle lui prend le pouls, carotide, et plonge en fait ses doigts dans une plaie béante dont ils ressortent couverts de sang. C'est à ce moment-là qu'elle voit que du sang imprègne la terre, lui donnant une couleur plus foncée. En panique, elle appelle les secours, qui mettent 20 minutes à arriver par hélicoptère, quasiment en même temps que la police. L'hélicoptère atterrit dans le jardin très grand voisin du chemin où gît le corps de Philippe. Le verdict est sans Le verdict est clair. Nadine ne s'en rend pas compte bien. Nadine ne se rend pas encore bien compte, mais Philippe est mort. Et il n'en a plus. Et il n'y a plus rien à faire. Il présente une plaie sur la face intérieure du cou. Tout laisse penser à un meurtre. Les policiers préviennent le parquet et la scène de crime est mise en place. Pour ce faire, les policiers ferment le chemin sur 100 mètres par des bandes bleues et blanches sur lesquelles le mot police est indiqué.
L'accès est désormais interdit. Allô, docteur, j'ai un meurtre pour vous. Venez sur place. Je m'exécute. À mon arrivée, le laboratoire de la police scientifique et technique, LPTS, est là. Ils sont en train d'achever de relever les traces sur le cadavre de Philippe. Pour ce faire, on dépose des bandes autocollantes, transparentes sur le corps. Ces bandes sont numérotées et chaque numéro correspond à une zone précise du corps. Les bandes par collage emportent toutes les microtraces présentes sur les vêtements de la victime, telles que des fibres, des poils, de la salive, des grains de pollen, des morceaux de feuilles, des cheveux, du sang, etc. Ces bandes seront amenées au laboratoire, mises sur une table lumineuse qui éclaire par-dessous de manière à relever tous les éléments pertinents que nous appelons des microtraces et qui pourraient faire en sorte de contribuer à l'enquête. Contrairement à ce que l'on voit dans les séries américaines, il est rare que ces microtraces donnent la solution de l'enquête en indiquant qui est le criminel, mais ce sont néanmoins des éléments précieux. Le principe est que tout contact laisse une trace. Selon les mots d'Edmond Locard, 1877-1966, médecin légiste lyonnais, est l'un des principaux précurseurs de la criminalité moderne. Ce principe énonce que si par exemple deux personnes s'empoignent, comme cela doit être le cas lors d'un égorgement, l'auteur étant le plus souvent placé à l'arrière et contre sa victime, des fibres de ses vêtements passent sur les vêtements de la victime et des fibres des vêtements de la victime passent sur ceux de l'auteur. C'est pour ce motif que ces prélèvements précieux ont lieu. Il n'a plu depuis plusieurs jours. Le chemin de terre est sec et aucune trace de pas ne peut y être identifiée. C'est un chemin en contrebas d'un jardin dont donne en position debout. On voit la pelouse. Elle a dû être tondue tout récemment, car on sent l'odeur d'herbe coupée. Une fois le travail du LPTS achevé, c'est mon tour.
je me dépêche avant que la nuit tombe, ce qui arrivera vers 22h30. Vu l'époque de l'année, la plaie sur la face intérieure du cou est très profonde. Aucune autre trace n'est visible, qu'elle soit de lutte ou de défense. Tout se passe comme si quelqu'un était arrivé en silence par derrière et lui avait tranché la gorge, avec une force très importante avant de s'enfuir. Ce genre de cas est plutôt un meurtre commis par un homme que par une femme. Mais il ne faut négliger aucune hypothèse et Nadine va être mise sur la sellette. Une audition à chaud, il n'y a rien de tel pour débuter un éventuel coupable. Nadine est emmenée par la police judiciaire pour audition, tandis que l'autopsie est prévue pour le lendemain matin à l'IML. Ainsi, le labo a le temps de gérer ses prélèvements, le corps d'être amené à l'IML par les pompes funèbres. J'évite les autopsies de nuit réalisées au terme d'une journée de travail pour les effectuer plutôt le matin, quand on a l'esprit bien clair, après une bonne nuit de sommeil. L'autopsie débute par un nouvel examen extérieur qui complète celui réalisé sur place, puis scalpel en main, corps couché sur le ventre, je réalise une incision qui part de la nuque jusqu'à la pointe des fesses, que je poursuis à la face postérieure des deux membres inférieurs jusqu'au talon, de même que sur la face postérieure des épaules et des membres supérieurs. Avec mon scalpel, je décolle la peau pour voir les masses musculaires sous-jacentes à la recherche de lésions profondes qui n'auraient pas eu l'occasion d'apparaître en surface. Ensuite, je recoue la face postérieure, ce qui prend un temps bien plus long que l'examen des couches profondes lui-même, mais restituer un corps comme nous l'avons reçu est une marque de respect que l'on doit aussi bien aux défunts qu'à ses proches. Ensuite, j'ouvre au scalpel la peau du crâne en allant d'une oreille à l'autre, en passant par le sommet du crâne, ce qui me permet de visualiser la boîte crânienne et de vérifier si un coup n'aurait pas été donné qui aurait produit un
hématome profond, voire une fracture de la voie crânienne. Cela fait d'ouvrir le crâne à la scie à plâtre. C'est une scie oscillante et non circulaire qui ne coupe que les tissus durs comme l'os et pas les tissus mous. Je dégage la voûte crânienne et je découvre le cerveau sous la méninge la plus externe et la plus dure, que l'on appelle la dure-mère. Je cherche une hémorragie ou la moindre trace de traumatisme. Ensuite, j'extrais le crâne pour visualiser la base du crâne et une éventuelle fracture à cet endroit qui passerait nécessairement inaperçue à l'examen extérieur vu sa localisation. Puis avec le scalpel, je fais une incision qui va du menton jusqu'au pubis et d'une épaule à l'autre, ce qui fait comme une croix. Je récline la peau pour découvrir les masses musculaires dans le cou et au segment thoraco-abdominal. Je découvre la cage thoracique et l'abdomen. L'abdomen est d'accès facile puisqu'il est situé directement sous les masses musculaires abdominales. Par contre, pour accéder au contenu du thorax, il faut retirer le sternum en coupant les côtes qui s'y amarrent. Ensuite, le sternum retiré, j'examine la cavité thoracique avant d'extraire les poumons et le cœur pour les examiner de plus près, mais également pour bien visualiser la face postérieure du thorax à la colonne vertébrale dorsale et lombaire. Tous les organes sont extraits et examinés avant d'être remis en place et le corps refermé par des points de suture. Le corps est rendu ad integrum. Les seules plaies que nous ne fermons pas sont celles causées lors des faits en causés à chaque phase de l'autopsie. Des photos sont faites de chaque organe et de chaque lésion, d'abord en plan large puis en plan rapproché.
Les photos sont d'une importance capitale car il n'y a pas possibilité de refaire une autopsie. D'une certaine manière, l'autopsie détruit tout dans la mesure où les lésions sont invisibles et parfois agrandies pour permettre d'aller plus en profondeur. Bref, il est rigoureusement impossible de reprendre une autopsie, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'avoir une. Il faut que la contradiction soit possible. Pour cela, on se sert des photos et on revoit l'autopsie sur la base des lésions photographiées. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, notamment pour ces corps qui avaient été autopsiés à l'étranger. C'est également pour renforcer un certain caractère contradictoire que nous réalisons toujours les autopsies à deux médecins légistes, de façon à permettre la confrontation d'idées. Quand j'autopsie avec l'un de mes assistants, il n'y a pas de relation hiérarchique qui tient et ce sont ceux scientifiques qui se penchent sur un cas à égalité d'idées. Il est toujours étrange de se voir en photo en train d'autopsier les membres du LPTS qui s'ennuient parfois un peu en prenant souvent quelques-uns des légistes. La main dans le corps, c'est là que je me rends compte que je fais un drôle de métier, bien plus que quand je vis la réalité, quand je suis sur le terrain. J'ai donc les mains dans le corps de Philippe, plus précisément dans son cou. Je n'ai jamais vu ça, un tel délabrement de toute la région, toute la face intérieure du cou est sectionnée jusqu'à la vertèbre, la pomme d'Adam. Cette salie du cou des hommes dont c'est un caractère sexuel sans secondaire est coupé en deux. C'est du cartilage appelé cartilage thyroïde. Donc une structure plutôt résistante et d'habitude, quand il est sectionné, il présente de nombreuses marques de repris. C'est-à-dire que l'auteur doit s'en prendre à plusieurs reprises en le
en le sciant véritablement. Il n'y parvient jamais d'un seul coup. Ici, rien de cela. Il est coupé net. Et ce n'est pas tout. La veine jugulaire est l'artère carotide dorites sont également sectionnées. La jugulaire est une veine qui, à ces endroits, ramener le sang du cerveau vers le cœur, tandis que la carotide est un cartère qui amène le sang du cœur vers le cerveau. Ce sont des vaisseaux parmi lesquels les plus importants du corps, dont la section est susceptible d'amener le décès à brève échéance, sans intervenir médicalement adéquat et tellement rapide qu'il faut nul médecin soit présent lorsque la lésion est produite. La section du cartilage thyroïde a amené du sang dans le trajet qui s'est écoulé dans les poumons et qui a causé une enhalation sanguine modérée des deux champs pulmonaires. Et ce n'est pas encore tout. L'arme utilisée a clairement entaillé la cinquième vertèbre cervicale sans y laisser le moindre bout de métal, qui aurait la cinquième vertèbre cervicale sans y laisser le moindre bout de métal, ce que j'aurais attendu avec un couteau classique. Au terme de l'autopsie, on sait que Philippe est décédé d'un choc hypovolémique hémorragique massive suite à la section de l'artère carotide et de la veine jugulaire droite par une arme tranchante qui a coupé une bonne partie de la face intérieure et de la face droite du cou en y sectionnant le cartilage thyroïde. Pour arriver à de tels dégâts, le coup a dû être porté avec une force inouïe. Cela ne correspond guère à ce qu'une femme peut classiquement réaliser à une époque où on a
tendance à voir du sexuel partout. Je préviens que ce constat est loin d'être sectionné. Il est le fruit de l'expérience. Il y a des différences très nettes dans la manière de tuer selon que l'auteur est un homme ou une femme. Mais ces différences ne sont que statistiques. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'un cas isolé n'est pas une statistique. L'enquête qui se poursuit une bonne partie de la nuit tend aussi à mettre Nadine hors de cause. Il n'y a pas d'assurance vie au nom de Nadine, mais bien au nom des enfants de Philippe, issus d'un premier mariage. Le portable de Nadine ne comprend rien de compromettant, pas plus que celui de Philippe. L'interrogatoire n'a rien amené que de banal. L'enquête de voisinage n'a rien donné. Un couple sympa, plutôt festif avec leurs enfants et leurs chiens, dont un a déjà mordu Michel, un voisin, et une autre Amélie, une amie d'une des filles. Manuel, le propriétaire du jardin à côté duquel le corps de Philippe a été retrouvé, l'a vu passer vers 14h30, sans se souvenir dans quel sens il allait. Manuel lui a fait signe tandis qu'il tenait sa pelouse. Il s'en souvient parce que son tracteur est tombé en panne quelques instants plus tard, après avoir heurté une grosse pierre. Il n'a pas redémarré et le réparateur est venu le chercher, malheureusement sans passer par le chemin de terre en contrebas, là où on a trouvé Philippe. En clair, on pédale dans la semoule. Le cul et les écus, c'est ce qui fait tourner le monde, disait déjà d'Anvers Proximède dans une interview qui m'est restée en mémoire et qui doit dater des années 1980. Et il avait raison la plupart du temps. Mais le cas de Philippe ne semble pas si limpide. Dans ce genre de situation, une réunion est alors organisée par le chef d'enquête ou par le juge pour une mise
au, au point. Les enquêteurs sont dans le brouillard et moi, je suis incapable de décrire l'arme qui a été utilisée, sinon qu'elle était tranchante et longue en apparence. Sur proposition du labo approuvé par le juge, nous retournons sur place à 3, 2 membres du labo et moi, pour jeter un nouveau coup d'œil avant que les lieux soient altérés par le temps, le climat, les animaux et les allées et venues sur place, à part une zone de terre plus sombre en raison de l'écoulement de sang, plus rien n'indique le drame qui s'est déroulé à cet endroit. Le chemin est encaissé en position debout. Philippe avait la taille pour voir dans le jardin. Il dépassait d'une tête couchée. Il n'était plus visible. Le chemin est bordé par un talus des deux côtés. D'un côté, le talus s'achève par le jardin de Manuel, lequel est fermé par une clôture à vaches constituée de poteaux distants nuls supportent 2 câbles métalliques de l'auteur. Il s'achève à 2 mètres de haut par le début d'un bois touffu constitué de petits arbres et arbustes et de nombreux bouleaux. Il est virtuellement impossible qu'une personne s'y soit cachée pour sauter sur Philippe. D'autre part, vu la longueur du chemin et la rectitude, on n'imagine pas non plus que quelqu'un ait pu le suivre sur une telle distance, sans faire de bruit et sans l'inquiéter, pour enfin l'attaquer par derrière. Le labo est venu avec un détecteur de métaux avec lequel on parcourt une large zone à la recherche de l'arme qui y aurait éventuellement été laissée par l'auteur. Chou Blanc, intrigué par notre présence et mu par la curiosité, Manuel, le voisin à la tondeuse, sort alors de chez lui pour nous saluer. Le labo lui demande pour pouvoir entrer dans son jardin pour photographier la scène de crime depuis un point élevé et facilement accessible, comme on l'a déjà fait la veille, tandis que le labo prend les
photo, je parle avec Manuel de son tracteur tondeuse qui est tombé en panne. J'avais le même et il m'est jamais arrivé que de toucher une souche ou une pierre. Les lames se mettent de travers, empêchant la tonde de se faire. Le tracteur pouvait se déplacer, mais ne parvenait plus à lancer les lames pour couper l'herbe. Ce tracteur me faisait tellement de soucis que je voyais le réparateur José chaque semaine. Je sonnais en été. Il faut dire que je suis un peu brusque avec les objets et le matériel. Sans la moindre patience, qui plus est, José, mon réparateur, m'aime bien. Vu le nombre de fois qu'il doit intervenir, je lui téléphone et immédiatement il me disait: Ah, monsieur Boxer, c'est vrai qu'on est samedi. Finalement, il y avait quelques réparations que j'arrivais à faire à force, mais je ne m'étais jamais intéressée aux lames jusqu'au jour où j'ai eu mon premier tracteur sur le pont élévateur de José parce qu'une lame était faussée. Impressionnant, ces lames qui tournent à toute vitesse et on parle du tracteur. C'est bien dommage qu'il tombe en panne. Je venais de le faire entretenir. On a changé la bougie, rechargé la batterie et aiguillé les lames, me dit Manuel. Et il est réparé maintenant? Oh oui, j'ai pu finir la pelouse. Et c'est sur quoi qu'il a buté? Venez voir, je vais vous montrer. Et Manuel m'entraîne dans le jardin où nous sommes rejoints par les membres du labo qui en ont fini avec les photos. Manuel me montre une grosse pierre fichée dans le sol qui dépasse d'une dizaine de centimètres. Voilà, il faudra un jour que je creuse pour la sortir avant qu'elle me casse encore une lame. La lame est cassée? Non, elle est réparée. On en a mis une nouvelle. Il manquait un morceau. À ce moment, il me vient une idée complètement folle, mais au point où on en est. Il a encore la lame cassée, votre réparateur? Ou vous l'avez repris? Non, c'est lui qui l'a. Et nous voilà partis chez le réparateur à 40 mètres de là, dans le même village, auquel nous avons téléphoné pour qu'il ne se débarrasse pas de la lame avant notre arrivée. Sur place, je fais saisir la lame après avoir téléphoné au juge qui ne comprenait pas très bien où je veux en venir, mais je ne veux pas passer pour un
cinglé avant d'avoir pu vérifier si mon hypothèse tient la route. À l'examen, la lame est pliée et sectionnée. Son extrémité est manquante. Je me fais montrer une lame intacte grâce à laquelle je peux mesurer que le morceau manquant est recourbé à son extrémité, mesure 12 cm de long à peu près et est pourvu d'un bord très tranchant, surtout s'il est aiguisé, ce qui est le cas ici, puisque le tracteur de manuel sort de l'entretien. Sur cette entrefaite, nous retournons sur place par ce chemin creux qui décidément nous attire à la recherche du morceau manquant de la lame du tracteur. Si on le trouve, on aura peut-être la